elles sont relativement très nombreuses. On va faire les plus courantes, on va développer sur l'asthme, on va développer un petit peu la BPCO, et on va parler aussi de l'apnée du sommeil. Donc c'est les maladies les plus fréquentes qu'on va rencontrer. Alors je ne sais pas, peut-être Corinne, après la formation, elle pourra confirmer, mais moi je fais de plus en plus de problèmes respiratoires, c'est impressionnant. Alors des post-Covid, beaucoup. Voilà. Et de plus en plus de maladies auto-immunes aussi, pour le dire, derrière la petite injection magique. Voilà. Alors on va voir tout ça. Donc on va d'abord voir un peu au niveau de la physiopathologie, définir ce que c'est, quelles sont ces maladies. Et puis après, à la fin, je vais vous donner des solutions, des protocoles, des choses que moi j'ai testées, parce que des problèmes respiratoires, ça fait 3 ans que je traîne ça. Là, ça va beaucoup mieux. Mais jusqu'à l'année dernière, je ne pouvais pas avoir du tout d'activité physique, rien que de faire un petit coup d'aspirateur, j'ai été dans un état épouvantable, en apnée totale. Donc voilà, j'ai testé quand même beaucoup de choses sur le sujet. Donc les maladies respiratoires, bon, ça, on sait ce que c'est, ce sont des affections qui vont affecter l'appareil respiratoire. Et ça, il est grand, hein, c'est de la bouche au poumon, donc nous, on ne va pas tout faire ce soir parce que c'est vraiment long. Donc elles peuvent être aiguës et puis elles peuvent être chroniques. Donc lorsqu'on a une infection virale des bronches, une grippe, un petit virus passager, donc là on est dans l'infection aiguë. Et quand on a des pneumonies, de l'asthme, des choses comme ça, ce sont des maladies chroniques. Donc il peut y avoir des facteurs environnementaux tels que la pollution de l'air dans le déclenchement de ces maladies ou l'aggravation, le tabagisme évidemment, mais aussi au niveau biologique, on peut avoir certaines carences nutritionnelles et aussi qui vont favoriser l'émergence des problèmes respiratoires, mais aussi on peut générer beaucoup de stress oxydatif dû à une inflammation chronique et de là qui entretient la maladie. Ça, on en parle de plus en plus dans les formations. Je crois que tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'inflammation sans stress oxydatif, ça va de pair. Et quand on traite une inflammation chronique, on traite aussi le stress oxydatif, c'est incontournable. On reviendra dessus de toute façon, parce qu'à chaque fois, je préfère insister lourdement que passer en pensant que tout le monde le sait, le comprend, parce qu'il y a toujours des nouveaux dans la formation. Donc on va voir quelques chiffres. Donc 1 milliard de personnes dans le monde sont atteintes de maladies respiratoires chroniques et 4 millions de personnes en meurent prématurément. Donc c'est beaucoup. Aujourd'hui, près de 10 millions de Français sont touchés par une maladie chronique des voies respiratoires. Certains le sont durement, hein, notamment les patients atteints de BPCO, de maladies rares aussi comme les mucoviscidoses. Heureusement qu'il y a un net progrès là sur l'espérance de vie de cette maladie. Fibrose pulmonaire idiopathique, les cancers du poumon et aussi les cas d'asthme sévère. Moi, c'est ce que j'ai eu, ce que j'ai toujours, mais bon, j'ai plus de crise sévère, on va dire. Donc, il faut ajouter à ces maladies-là, ces patients-là, les patients atteints de Covid-19, qui créent quotidiennement depuis le début de la pandémie un contingent supplémentaire d'insuffisance respiratoire, dépendant aussi d'oxygène. Donc moi, j'ai eu quelques personnes voilà, qui sont dépendantes de l'oxygène suite à cette infection. Et puis, j'ai eu une personne qui a eu exactement la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est un copier-coller de mon anamnèse et aux mêmes dates et avec la même chronologie de progression de la maladie. Donc c'était assez marrant parce que moi, je pense que c'est pas un hasard. Voilà. On en parlera après en dehors de l'enregistrement de la vidéo. Alors, la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est 5,5 millions de Français qui sont touchés par cette maladie. La pneumonie, c'est 600 millions de malades par an. C'est énorme. La tuberculose, c'est 5 millions de nouveaux cas déclarés en France. Il y a de nombreuses maladies pulmonaires qui sont rares aussi, mais par rapport aux autres. Donc les fibroses pulmonaires idiopathiques, quand la médecine classique dit ça, idiot, ça, ils ne savent pas de quoi ça vient. Mais en fait, bien souvent, si on fait de bonnes recherches,
c'est pas si idiot que ça, si idiopathique que ça. Voilà. Donc c'est entre 3 000 et 5 000 nouveaux cas par an. On parle de mucoviscidose aussi, voilà, un nouveau-né sur 4 500 est atteint. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc certaines maladies suite à des déficits d'une enzyme en alpha-1, antitrypsine, c'est un individu sur 500 à 6 000 à la naissance. Environ 10 000 personnes vont souffrir de formes sévères de cette insuffisance en antitrypsine. L'asthme, maladie respiratoire chronique la plus fréquente chez l'enfant, 10% des enfants seraient atteints par cette maladie, avec plus de 4 millions de Français touchés et 60 000 hospitalisations par an, dont 10 à 15% d'origine professionnelle. Donc les personnes qui sont dans un environnement extrêmement toxique au niveau de l'air. Mais au niveau aussi des grosses particules, parce que la peau absorbe, enfin, c'est pas que dans l'air aussi. Et puis les allergies respiratoires, donc c'est énorme, et ça c'est quelque chose qui augmente de façon exponentielle. On a une personne sur 4 aujourd'hui qui souffre d'allergies respiratoires. Donc en termes de mortalité, les maladies respiratoires chroniques, c'est la 3e cause de mortalité en France. Ça a été relevé dans les années 2016. En 2020, la BPCO était la 3e cause de mortalité dans le monde, donc c'est beaucoup. On a les cancers du poumon qui provoquent 30 000 décès par an, les insuffisances respiratoires qui provoquent 18 000 décès par an. 48 000 décès sont dus à l'exposition chronique des particules fines, ça aussi c'est très important, la pollution de l'air, la qualité de l'air. 75 000 décès dus au tabac, dans les cancers du poumon. Et âge moyen des patients décédés de mucoviscidose, c'est 34 ans, bien que c'est en train de changer, d'évoluer. Alors, les maladies respiratoires les plus fréquentes, on va voir. Donc, les maladies respiratoires chroniques sont des maladies chroniques qui sont là en permanence, ou qui ont des moments de pause et qui reviennent, mais il n'y a jamais vraiment de guérison. Et ça va affecter les voies respiratoires, les voies aériennes, et aussi d'autres parties du poumon. Donc on va voir tout ça. Alors parmi les plus courantes, c'est ce qu'on va voir ce soir, on retrouve l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives, donc la BPCO, MPOC aussi, enfin, il y a plusieurs appellations. Les cancers du poumon, la mucoviscidose, l'apnée du sommeil et les maladies pulmonaires professionnelles. Donc les maladies respiratoires vont se manifester à tout âge, chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes et chez les personnes âgées. La plupart de ces maladies sont par nature chroniques et elles ont des répercussions importantes non seulement sur la personne atteinte, mais aussi sur la famille, la collectivité, ça coûte cher, et puis à traiter, et le système de soins de santé qui est en déconfiture totale. Donc dans cette formation, on va développer les maladies respiratoires les plus courantes, car les maladies du système respiratoire sont extrêmement nombreuses, elles touchent d'autres régions du corps que les poumons, comme les fosses nasales, le pharynx, le larynx, les amygdales, ce qu'on appelle les voies supérieures respiratoires. Donc nous, ce soir, on va se concentrer sur l'asthme, la BPCO, les apnées du sommeil. Ce sont des pathologies, des maladies qu'on va retrouver très communément et qui sont aujourd'hui en constante augmentation. Alors, on va commencer à définir, on va commencer par l'asthme. Donc, l'asthme, comme je le disais tout à l'heure, 4 millions de personnes sont asthmatiques. L'asthme est aussi la première maladie chronique de l'enfant. Donc, le nombre d'asthmatiques augmente de moitié tous les 10 ans. Donc, c'est énorme. En France, on souligne régulièrement une augmentation de la prévalence des allergies aussi liées à l'asthme, parce que ça augmente l'hypersensibilité des voies respiratoires. Donc, après, de là, tout le monde connaît le phénomène inflammatoire avec la libération d'histamine. Donc, évidemment que c'est quand le sang est un taux d'histamine très important, de là, les allergies vont se développer, vont apparaître aussi. Donc, c'est souvent lié, l'asthme. La personne peut commencer à être asthmatique et puis après allergique. Donc, lorsque la prise en charge est insuffisante et les risques d'évolution vers l'asthme augmentent aussi. Ça, c'est aussi important de souligner que
dans plein de pathologies, pas que les pathologies respiratoires. La prise en charge, elle est carrément insuffisante. Et puis, des fois, pas adaptée. Elle est trop vieille, on l'a vu, pour ceux qui ont vu l'émission sur les maladies du psychisme, les dépressions, toutes ces choses-là. Dans les autres pays, on traite avec la psilocybine. Dans plein de pays, c'est autorisé. Ils ont des résultats extraordinaires, des super résultats. Ça peut traiter les addictions aussi, drogue, alcool, tabac, avec des succès assez impressionnants. Mais nous, en France, on a tout classé dans le même sac, les stupéfiants. Donc, on a mis les psychotropes et ces produits-là qui n'ont pas les mêmes effets. En fait, stupéfiants, c'est dépendance hein, aussi. Donc là, la psilocybine, oui, c'est un psychédélique, mais il n'y a aucune dépendance voilà, au niveau de l'organisme. Donc, il n'y a pas de raison de l'interdire. Donc, peut-être ça va arriver en France parce qu'ils commencent à l'étudier. Les premières études vont démarrer très prochainement, voire l'année prochaine. Mais voilà, on est encore chez nous très en retard, sous couvert de principe de précaution. Sauf que le principe de précaution, c'est un peu comme on veut à la carte, puisqu'on a vu que pendant l'infection de la grippe, la vilaine grippette, le principe de précaution, il a sauté. Donc, encore aujourd'hui, l'asthme est responsable de 600 000 hospitalisations par an en France. Donc, principalement dû au mauvais contrôle de la maladie et à une mauvaise prise en charge par les traitements allopathiques. Alors, la définition de l'asthme, maladie inflammatoire chronique des voies aériennes, au cours de laquelle interviennent de nombreuses cellules du système immunitaire, en particulier les mastocytes, les eosinophiles et les lymphocytes T. Donc, chez les individus présentant une prédisposition à cette inflammation, entraîne des épisodes récidivants d'essoufflement, d'oppression thoracique, on se sent oppressé, ou alors une chaleur anormale au niveau de la cage thoracique, des poumons, on sent qu'il y a vraiment, ça chauffe à ce niveau-là. C'est accompagné souvent de toux, donc généralement une toux assez sèche, contrairement à la BPCO où c'est plutôt une toux expectoriante avec plutôt des glaires. Donc et aussi on va avoir accompagné de sifflements particulièrement à l'effort, ou alors surtout la nuit quand on se couche ou au petit matin. Moi, si j'avais pu enregistrer les bruits que je faisais à un moment donné par la respiration la nuit, on se serait cru en pleine savane. J'avais l'impression que de ma gorge sortaient des cris d'oiseaux, de chimpanzés. Enfin, c'était assez impressionnant les bruits que ça faisait. Ça faisait rire des fois. Voilà. Alors, et c'est aussi associé à une obstruction bronchique due à la surproduction de mucus qui est liée, cette production de mucus, elle est liée à l'inflammation, à l'intensité de l'inflammation. Donc on voit ici le muscle lisse, ici qui a une ouverture normale, hein, et puis ici on voit une vasoconstriction de ce fameux muscle lisse, plus une formation de mucus à l'intérieur. Donc voilà pourquoi donc on a une difficulté respiratoire. Alors cette inflammation, elle va entraîner une majoration, on est dans la physiopathologie, une majoration de l'hyperactivité bronchique et différents stimuli. Pour certaines personnes, évidemment, l'asthme n'aura aucun effet ou aucun impact sur leur qualité de vie de tous les jours, mais pour d'autres personnes, l'asthme peut avoir un impact majeur et devenir un handicap au quotidien. C'est ce que j'ai vécu. Moi, de mon côté, comme je vous disais, le simple fait de se déplacer, de faire 20 mètres dans la maison, c'était déjà un effort. Il fallait que je m'assoie après, très difficile de faire le ménage, voilà, plein de choses, voilà, du style, le soir, je me levais de mon canapé, j'allais me brosser les dents. Ben, quand j'arrivais à la salle de bain, je me posais les deux coudes sur l'évier jusqu'à temps que je reprenne ma respiration parce que je ne pouvais pas me brosser les dents en étant aussi essoufflé. Enfin, c'est pas vraiment un essoufflement, c'est plutôt un manque d'air. On étouffe, on a l'impression d'être un petit peu, de faire des apnées. Donc, et puis on connaît tous dans notre entourage des gens qui disent qu'ils sont asthmatiques et puis finalement qui n'ont aucune gêne dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc, asthme et allergie se vont souvent de pair. De nombreuses personnes qui souffrent d'asthme souffrent également d'allergie. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont des allergies qui
qui a un impact sur leur vie de tous les jours, comme moi j'ai eu, parce que ça a commencé par l'asthme, et puis après, j'ai fait une allergie au pollen. Donc au moment du printemps, j'ai fait une allergie au pollen, chose que j'avais absolument jamais fait de ma vie. Voilà. Donc jusqu'à 90% des enfants et 70% des adultes asthmatiques souffrent d'allergies sous-jacentes. Donc il est fréquent que les allergies peuvent déclencher les symptômes de l'asthme, voire les aggraver. Donc c'est sûr que si en plus on a un asthme handicapant et que de là on a une hypersensibilité des voies respiratoires par rapport à des pollens, ça ne va pas arranger les choses. Donc quand ces symptômes d'asthme sont déclenchés ou aggravés par une ou des allergies, on parle aussi d'asthme allergique ou d'asthme induit par les allergies. Voilà. Donc il y a deux possibilités, ça on l'avait vu sur notre formation. L'asthme allergique, c'est pas la même chose. L'asthme, il peut être le résultat d'une infection pulmonaire quelconque, on va dire. Voilà, donc ça peut être une BPCO, ça peut être une pneumonie, une bronchopneumonie. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour finalement qu'à un moment donné, l'asthme apparaisse sans avoir au départ un terrain allergique. Moi, c'était mon cas, je n'avais pas du tout d'allergie avant, c'est plutôt l'asthme qui m'a fait devenir allergique au pollen. Donc l'asthme peut provoquer également des crises que l'on appelle asthme sévère ou exacerbation d'asthme. Les personnes asthmatiques sont sujettes de faire des réactions allergiques sévères nommées anaphylaxie à un aliment. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on est dans cette forme d'asthme, l'asthme sévère, il faut faire un petit peu attention à son alimentation, à l'exposition aussi au pollen, à pas mal de choses. Voilà, il faut redoubler de vigilance parce que les crises elles peuvent être très fortes, très intenses, et ça peut aller jusqu'à l'anaphylaxie aussi, donc de là c'est urgence hôpital. Donc pour bien contrôler l'asthme, il sera capital d'identifier puis de réduire l'exposition à l'ensemble des facteurs déclenchants. Donc ils se trouvent dans nos maisons aussi, dans notre alimentation. Ça peut être pas mal de choses. La maison, après, il y a des gens qui disent que les climatisations, il ne faut surtout pas pour les asthmatiques, c'est faux. Moi j'ai plein de témoignages confirme que le fait d'avoir une climatisation, ça les aide beaucoup. Personnellement, moi, j'ai testé, parce que où je vis, il y a une climatisation, donc je l'ai utilisée par les fortes chaleurs. À un moment donné, j'arrivais plus à respirer tellement il faisait chaud et l'air était chargé d'humidité avec le lac que j'ai à côté, donc c'était un peu ambiance tropicale. Je me suis mis sous la clim à l'intérieur, je suis resté avec la maison climatisée, j'allais quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est pas vrai que la clim, c'est pas bon pour les asthmatiques. Dans l'alimentation aussi, il peut y avoir des produits auxquels on réagit. Par exemple, moi, je suis allergique aux produits laitiers, intolérant au lactose et allergique à la caséine, donc double peine. Donc de là, si je suis dans une crise où j'ai des difficultés respiratoires et que je me fais un plateau de fromage, le lendemain, c'est catastrophique. Donc il y a ça, il y a aussi des produits extrêmement modernes en fait, tout ce qui sort d'une usine agroalimentaire, c'est pas terrible, ce sont des produits transformés, très raffinés. Il y a beaucoup de choses qui vont poser problème dedans, les hyperglycémies, les additifs. Il y a beaucoup de choses qui vont aussi aggraver la situation de l'asthmatique sévère. Voilà, donc dans toutes les maladies inflammatoires, pas que l'asthme ou la BPCO, on va adopter une alimentation anti-inflammatoire qui sera plus ou moins stricte en fonction de la sévérité de l'asthme, de la pathologie. Hop, je suis allé un peu vite. Alors, je vais utiliser un autre bouton parce que autrement, je vais aller trop vite. Voilà. Donc, l'asthme, on dit que c'est une maladie, la médecine allopathique annonce ça comme une maladie fatalité qui ne se guérit pas, qui persiste toute la vie et qui arrive à un moment donné à des phases de rémission qui peuvent durer plusieurs années, faisant oublier parfois la maladie. Donc moi, j'y crois pas parce que ça fait un moment que je traite cette problématique avec moi et d'autres, et je pense que c'est plutôt une question de terrain, c'est-à-dire que on sait tous comment travaille l'allopathie, et ça c'est pas
c'est pas une critique, mais c'est un constat. La médecine allopathique, c'est une médecine symptomatique. Donc, en fait, elle travaille pas, elle agit pas sur le terrain de la personne. Donc, nous, dans la médecine naturelle, normalement, le bon thérapeute agit sur le terrain, travaille sur le terrain, modifie les déséquilibres qu'il peut y avoir, équilibre acide-basique, peu importe les carences micronutritionnelles, tout ce qui peut amener des désordres et des déséquilibres physiologiques. Donc nous, on intervient dessus, et c'est vrai que par ces actions-là, on aura des résultats largement meilleurs que l'allopathie. On voit chez nous, par exemple, des Crohn guérir, enfin, il y a des maladies qui sont étiquetées comme non guérissables, et finalement, on s'aperçoit que on peut très bien avoir des rémissions et ne plus entendre jamais parler de la maladie. Donc ça, voilà, c'est un discours propre à la médecine allopathique, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, donc moi, dans mon expérience, je suis allé crescendo petit à petit, ça prend beaucoup de temps parce que j'ai eu quelque chose de très grave, je me suis fait une pneumonie derrière un Covid sévère, j'ai enchaîné plusieurs Covid aussi, le cabinet, hein, le contact avec les gens, voilà. Donc mes poumons ont souffert, hein, donc ça prend beaucoup de temps, mais je constate qu'il y a tout le temps de l'évolution. Là, ça fait plus d'une semaine que je suis tranquille. J'ai pas eu un moment où j'ai pensé à mon asthme. C'est-à-dire que j'ai commencé à bricoler, j'étais dans les fortes chaleurs, il y a un petit coup de canicule, et j'ai pas ressenti une gêne quelconque. J'en ai presque oublié que j'avais de l'asthme. Donc voilà, donc je vais continuer dans mes actions, hein, tout ce que je fais pour ça. Donc ça, je pense que ça va encore prendre un petit peu de temps, mais ça va porter ses fruits. Voilà. Donc ici, c'est une pathologie inflammatoire. Donc, comme vous le savez tous très bien, la pathologie inflammatoire, l'inflammation, elle est accompagnée de beaucoup de stress oxydatif et qui est généré par ce processus inflammatoire. Et de là, évidemment que ça peut entretenir la pathologie, la maladie, parce que bien souvent, le corps est dépassé par le stress oxydatif. On n'a pas suffisamment de défense antioxydante pour lutter contre cet excès de stress oxydatif. Donc, en petit mot là-dessus, malgré qu'on en a déjà parlé, on a fait toute une formation dessus. Le stress oxydatif, ça entretient l'asthme et toute autre maladie inflammatoire chronique, hein, pas que spécialement l'asthme. La médecine conventionnelle ne prend pas en compte et ne traite pas cet excès de stress oxydant qui génère lui-même un état inflammatoire non contrôlé. Donc, de très nombreuses études scientifiques nous montrent comment le stress oxydatif excessif généré par une maladie infectieuse, inflammatoire, allergique peut entretenir la maladie génératrice de stress oxydant excessif. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, on connaît tous les protocoles allopathiques sur les maladies inflammatoires, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les corticoïdes, mais on n'a pas une stratégie qui va renforcer les défenses antioxydantes de la personne. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que on n'a pas il n'y a pas de stress oxydatif sans inflammation. Voilà. Donc ce détail, il fait toute la différence, évidemment, quand on traite simultanément l'inflammation et le stress oxydatif. Voilà. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas dire franchement que ce n'est pas inguérissable, puisque si on se met à traiter correctement tous ces aspects de la maladie, on va avoir d'excellents résultats. Voilà, qui fait que peut-être on sera asthmatique à vie, mais sans symptômes. Donc c'est nouveau, hein, depuis la grippe folle, là, on est malade, mais sans symptômes. Donc là, c'est totalement nouveau, c'est les années 2020. Donc les personnes souffrant d'asthme présentant toutes sans exception un stress oxydant au niveau des poumons. Donc il sera extrêmement important d'avoir une prise en charge sur ce stress oxydatif et d'en tenir compte et rapporter des antioxydants en renfort par des compléments alimentaires et évidemment l'alimentation. Donc on voit ici sur une tomate le phénomène de vieillissement, de pourrissement, c'est l'oxydation au départ. Pour la cellule, c'est pareil, une cellule normale qui est attaquée par des radicaux libres. Et puis après, cette cellule, elle est vraiment
atrophiée, en très mauvais état, elle est dysfonctionnelle, et puis ça va forcer aussi augmenter le renouvellement cellulaire, et ça, c'est pas terrible, parce que si on est sujet à trop de stress oxydatif, à un moment donné, on a un capital de régénération cellulaire, c'est pas ad vitam aeternam, c'est pas en veux-tu, en voilà, il y en a. Donc on le voit très bien, les personnes qui exagèrent avec le soleil, ou notamment les moniteurs de ski, on voit leur visage qui est très marqué par le soleil, parce que c'est les résultats du stress oxydatif. Donc la personne, elle a une peau qui fait beaucoup plus vieille que son âge. Voilà, les personnes qui se font bronzer, qui font la crêpe 8 heures par jour en plein cagnard l'été, pareil, vont se retrouver quelques années plus tard avec une peau qui est toute fripée, toute ridée, une peau de mamie, parce qu'elles ont dépensé leur capital. Donc, il faut bien penser que le stress oxydatif et l'oxydation cellulaire, ça va amener à une régénération cellulaire beaucoup plus rapide, et de là, on va bouffer ce capital bien avant. Donc, on peut avoir un poumon d'une personne de 90 ans. Voilà, moi, c'est un peu ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que mon poumon, il a tellement été sujet à de l'inflammation, du stress oxydatif. Bon, j'ai bien traité assez rapidement, donc je pense que ça va aller, mais j'ai peut-être perdu quelques années de vie de poumon, voilà, par rapport à ces phénomènes-là. Voilà. Donc ces radicaux libres fabriqués en excès proviennent de l'action des cellules immunitaires qui envahissent les tissus pulmonaires, les macrophages, les inophils, les neutrophiles. On va revenir un peu dessus. Dans le cas de l'asthme, les radicaux libres, ils sont aussi fabriqués de façon plus intense que la normale par les mitochondries, des organelles qui se trouvent dans nos cellules et qui sont responsables de l'énergie cellulaire, l'ATP, l'adénosine triphosphate, on l'a vu aussi. Ça, on a parlé de la mitochondrie. À cette production excessive de radicaux libres vient s'ajouter les radicaux libres d'origine externe, qu'on va avoir par la qualité de l'air, la pollution de l'air, ou l'exposition à des polluants, des fois dans le travail, ou l'exposition à la fumée de cigarette aussi. Heureusement que dans les bars et les endroits où on sort maintenant, c'est interdit de fumer, parce que vous imaginez, quand ça fumait avant dans les bars, la pauvre serveuse ou pauvre serveur qui fumait pas, il s'en prenait plein ses poumons, quoi. Donc les conséquences du stress oxydant en cas d'asthme, donc liées aux composés très réactifs, et ça va occasionner des dommages aux molécules environnantes, donc les cellules, mais pas que les cellules aussi, ça va concerner la cellule et l'ADN au niveau de la cellule, mais ça va aussi oxyder des protéines, ça va oxyder des lipides, ça va oxyder des glucides. Donc de cette manière, ils altèrent le système respiratoire et contribuent à l'hyperactivité bronchique qui est caractéristique de l'asthme. Donc le stress oxydant, il va induire la contraction des muscles lisses, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la petite diapo, et réduire ainsi le diamètre des voies respiratoires. Donc il favorise le stress oxydatif, l'excès de la sécrétion de mucus de manière excessive, et va entraver aussi la circulation de l'air. Donc on a un phénomène, la vasoconstriction des muscles lisses, plus respiratoire, plus l'excès, la production excessive de mucus. Donc le stress oxydant va stimuler les voies de l'inflammation par l'activation du système kinase, on l'a vu la dernière fois, je vous le remontrerai tout à l'heure, de l'inflammasone, les deux mécanismes biologiques de l'inflammation, et qui va conduire à l'activation des facteurs de transcription que l'on connaît bien, les médiateurs de l'inflammation, les NF-κB, les COX-2, les LOX5, qui sont les messagers chimiques de l'inflammation. Donc le taux des messagers chimiques inflammatoires comme l'interleukine 6 va augmenter. Les cellules du système immunitaire seront alors recrutées, et c'est autant d'éléments qui entretiennent le processus pathologique de la maladie. Donc c'est un cercle vicieux en fait, parce que plus il y a du stress oxydatif, ça génère de l'inflammation. Cette inflammation, on a une fabrication, une synthèse de médiateurs de l'inflammation qui va donner comme information au corps qu'il y a quelque chose. Donc ça va générer un travail accru du système immunitaire, et
cellules du système immunitaire qu'on a vu tout à l'heure, les xénophiles, macrophages et compagnie, elles vont générer des substances très agressives aussi, et ainsi de suite, ça va encore une fois alerter le système immunitaire. Donc on ne s'en sort pas. Et ce phénomène, il n'est pas traité par la médecine conventionnelle. Donc le stress oxydant le plus intense durant les phases d'accélération aiguë de la maladie ou après exposition à un allergène. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc on a déjà un serpentissement à la queue, mais en plus si on ajoute certaines expositions et des allergènes aussi, puisqu'on commence à développer un petit peu des allergies en étant asthmatique sévère. Voilà. Ici où je vous ai mis un rappel du système de l'inflammation. Donc ça, c'est la membrane cellulaire avec les protéines ici de réception. Donc on a des petits allergènes, on a peut-être des virus, des choses qui vont déclencher le système inflammatoire. Donc ici, la cascade des kinases qui est ici et qui va amener à une production de cytokines, donc des interleukines, TNF-alpha, enfin, tout ça. Et le deuxième mécanisme de l'inflammation, c'est l'inflammasome aussi, voilà, avec l'oxydation des acides gras avec l'acide arachidonique. Alors, le stress oxydant correspond à un déséquilibre entre la génération d'espèces oxygénées activées et les défenses antioxydantes de l'organisme en faveur des premières. Voilà. Donc on peut appeler stress oxydatif que dans ce cas-là, dès qu'il y a un déséquilibre entre la protection antioxydante et l'oxydation générée. Parce que les phénomènes oxydants sont essentiels à la vie de notre organisme. Donc il ne faut pas dire que l'oxydation est un problème. L'oxydation n'est pas un problème, c'est un processus vital dont l'organisme que l'organisme contrôle par rapport à nos défenses antioxydantes, mais une fois que l'organisme est dépassé par un surplus de stress oxydatif, là on peut le nommer comme un stress oxydatif. Donc qu'est-ce qui va mener à ce déséquilibre-là? Évidemment, le mode de vie, beaucoup, le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, le manque d'exercice physique ou les exercices physiques trop intenses, mais aussi les mauvaises habitudes alimentaires qui vont augmenter de façon anormale la production d'espèces oxygénées activées dans notre organisme. Donc à long terme, ça va contribuer à l'apparition de diverses pathologies liées au vieillissement, comme les cancers ou des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, diabète, dégénérescence maculaire, asthme, etc. Sachant que normalement, le cancer, c'est une maladie un petit peu à la base du vieillissement, de vieillard. Ça ne devrait pas être une maladie touchée par des jeunes. Alors, formées en trop grande quantité, ces espèces réactives de l'oxygène deviennent pathologiques en activant l'expression des gènes codants. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le serpent qui se mord la queue. Comme c'est agressif, ça va demander encore, ça va exciter le système immunitaire qui, lui, va encore entrer en action et générer encore du stress oxydatif. Et là, on s'en sort plus. Donc, voilà, donc c'est assez facile à comprendre. Donc, leur nature instable les rend très réactifs vis-à-vis des substrats biologiques et capables d'induire des modifications oxydatives délétères, potentiellement impliquées dans l'apparition de nombreuses pathologies. Donc, les principales cibles, on va voir à quoi s'attaque, qu'est-ce qu'on va avoir comme répercussion par rapport à cet excès de stress oxydatif. Donc, des mutations au niveau de l'ADN, et conduisant à des altérations du message génétique impliqué dans le déclenchement du cancer et du vieillissement cellulaire. Certaines protéines aussi oxydées sont peu dégradées et vont former des agrégats qui vont s'accumuler dans les cellules et dans les compartiments extracellulaires. Le radical hydroxyle va oxyder la membrane cellulaire, on l'a vu tout à l'heure sur la petite diapo. Il en résulte une altération de la fluidité membranaire qui conduit inévitablement à la mort cellulaire ou au risque de nombreuses infections. On est beaucoup plus sensible aux virus, aux bactéries, aux infections fongiques. Donc au départ, on va avoir un problème
infectieux chroniques aussi. Les peroxydes générés seront neutralisés par le glutathion peroxydase, on va le voir tout à l'heure, ou continueront à s'oxyder, à se fragmenter en aldéhyde dans les activités pro-athérogènes, c'est-à-dire qui vont constituer une plaque d'athérome liée au LDL, au cholestérol, de cellules inflammatoires et d'une coque fibreuse. Donc, c'était un peu le problème de la Covid avec justement les thromboses, les cicatrices que ça pouvait entraîner et avoir des cicatrices fibreuses en fait. Donc, si on a trop de cicatrices au niveau d'un organe, ben, l'organe va perdre de sa fonctionnalité évidemment. Donc, elle se fixe sur les parois internes des artères moyennes, gros et calibres, en particulier celles du cœur, du cerveau et des jambes. Donc on parle des plaques d'athérome. Donc l'attaque radicalaire des lipoprotéines circulantes aboutit à une formation de LDL oxydé et qui seront captés par des récepteurs spécifiques dont les macrophages. En outre, ces LDL oxydés peuvent provoquer la formation d'anticorps et peuvent activer les voies classiques du complément, ça vous connaissez, et générer la sécrétion, encore une fois, de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages. Donc là, ce sont les LDL oxydés et ça peut être l'activateur, le lit des maladies cardiovasculaires. Donc, quels moyens on dispose contre ce phénomène d'hyperoxydation? On parle de stress oxydatif. Donc, dans certains cas aussi, l'équilibre acido-basique est totalement rompu et l'on retrouve très souvent des personnes en acidose tissulaire avec des pathologies respiratoires, ce qui est logique puisque les poumons régulent l'équilibre acido-basique, ils sont chargés d'éliminer les acides faibles volatiles. Moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, je me suis retrouvé en ayant même une bonne alimentation équilibrée, je me suis retrouvé en acidose plus. Ben pourquoi? Parce que mes poumons étaient occupés à lutter contre pas mal de petites choses. Au départ, c'était la pneumonie, après ça a été le Covid, après ça a été l'asthme, les allergies. Enfin, voilà. Donc dans ce cas-là, cet émonctoire ne marche plus, ne fonctionne plus, il est occupé à autre chose. Donc on a une sorte de sédentarité qui s'installe puisqu'on n'est plus capable de faire le seul effort physique. Donc, on va passer d'une respiration, d'un volume respiratoire, normalement en pleine capacité à peu près 5 litres, on va être là à 50 centilitres, donc 10 fois moins. Donc, en fait, le poumon va éliminer facilement ces acides faibles volatiles quand on est en pleine capacité respiratoire, voilà, qu'on utilise pleinement ses poumons. Donc, même un sédentaire qui reste assis tout le temps et qui n'utilise pas complètement ses poumons aura aussi un problème de déséquilibre acido-basique parce qu'il n'élimine pas correctement par la voie aérienne, pulmonaire, ces acides faibles volatiles. Donc, qu'est-ce qu'ils vont ils vont être retransportés sur la voie rénale et on avait vu la dernière fois que les acides faibles volatiles par la voie pulmonaire, ben, tant qu'il y en a, le poumon élimine, il n'y a pas de limitation. Par contre, au niveau rénal, il y a une limitation, c'est un système tampon qui est extrêmement lent comparé au système tampon des poumons. Et de là, ben, la personne, elle va congestionner ses reins, modifier l'équilibre acido-basique, et de là, ça va être des problèmes rénaux, mauvaise élimination, infection rénale, voire la formation aussi de calculs rénaux. Donc ça peut arriver aussi pour des gens qui prennent la vitamine C pas chère, très mal dosée, très peu assimilable. Donc les grosses doses de vitamine C non liposomales, comme on les vend dans les supermarchés, la pastille 1000 mg d'acétylascorbique, qu'on gobe en une fois, la personne, si elle a une acidose au niveau des reins, ça va faire des calculs, donc ça ne va pas arranger l'affaire. Donc la prise de l'asthme doit avoir une stratégie globale et traiter conjointement. Mais ça, on a vu depuis le temps qu'on fait des formations que la stratégie globale, chez nous, dans la médecine classique, on l'a adoptée pour tout. Donc ça parle de traiter l'inflammation, ça parle de traiter le stress oxydatif, ça parle d'avoir un œil sur l'équilibre acido-basique et de traiter aussi, si besoin,
et puis de voir au niveau du foie, parce que bien souvent, comme le sang passe beaucoup par les poumons, puisqu'il a un rôle d'oxygénation du sang, si les poumons sont chargés de déchets, de toxines, évidemment que le sang aussi sera chargé de déchets et de toxines, et tout ça, ça va remonter au foie, et ce fameux foie sera aussi chargé de déchets et de toxines s'il a une mauvaise capacité éliminatoire. Donc les défenses antioxydantes, on a plusieurs voies, ça on revient, je l'avais déjà détaillé, donc on dispose de plusieurs types de défenses antioxydantes, donc les endogènes, donc ce que notre corps fabrique, ce sont des défenses bien souvent enzymatiques, donc des enzymes spécifiques fabriquées par notre organisme. Là on parle de la SOD, la superoxyde dismutase, on parle du glutathion peroxydase qu'on connaît très bien maintenant, et le système aussi thyroïdoxine. Donc on a notre système de défense non enzymatique ou exogène, donc qui peut venir de l'extérieur par notre alimentation, le glutathion, les protéines thiol, la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, le coenzyme Q10, l'acide urique, la bilirubine, les polyphénols, ce sont aussi des défenses antioxydantes. Donc une fois, j'avais fait hurler un naturo, il me dit « Oh, l'acide urique, c'est pas bon ». J'ai dit « Mais si, c'est bon, mais à une certaine dose, c'est comme tout ». Donc l'acide urique, comme le stress, comme l'oxydation, sont des phénomènes qui, dès que c'est dérégulé, que l'organisme ne maîtrise plus, ça devient problématique, mais ce sont des choses qui sont essentielles. Donc l'acide urique, ce n'est pas une mauvaise chose si elle est bien régulée. La bilirubine et les polyphénols. Donc on a aussi des oligoéléments qu'on classe dans les antioxydants, sachant que ce ne sont pas des antioxydants purs, ce sont des cofacteurs des antioxydants. Par exemple, le sélénium, c'est le cofacteur du glutathion peroxydase, le cuivre, c'est le cofacteur de la SOD, et le zinc, c'est un cofacteur d'activité enzymatique. Voilà, mais ce ne sont pas purement des antioxydants. Alors, on a d'autres antioxydants complémentaires, on a cité la vitamine C, vitamine E, que l'enzyme Q10, mais on a aussi les polyphénols qui vont nous aider à traiter ce surplus de stress oxydatif. Et il y en a certains qui sont particulièrement efficaces, puisqu'il y en a beaucoup, des polyphénols, mais qui sont particulièrement efficaces et bien répertoriés dans les études scientifiques sur les problèmes respiratoires, c'est les problèmes pulmonaires, c'est les curcuminoïdes, la quercétine et la Boswellia serrata. Donc il y en a beaucoup d'autres, mais ces trois-là sont vraiment très puissants au niveau de la sphère respiratoire. Voilà, on a vu pour l'asthme un petit peu la physiopathologie. Maintenant, on va passer sur la BPCO, donc qu'on peut appeler aussi au départ bronchite chronique. Donc souvent, vous voyez des fumeurs qui ont des toux très très grasses, là ça remue beaucoup de crasse. Voilà, ça commence par ça, la BPCO. Donc bronchopneumopathie obstructive, il y a une différence avec l'asthme, parce que l'asthme, ce n'est pas une maladie qui va induire une destruction cellulaire irréversible. Par contre, la BPCO, ça induit une destruction des cellules et de façon irréversible. Donc, il sera super important et primordial pour éviter d'avoir d'être vraiment atteint profondément, sévèrement par cette affection. Donc plus on va la détecter de façon précoce, plus on va pouvoir la stopper par l'arrêt du tabac, par l'arrêt de pas mal de choses, par la prise en charge, en fait, par une bonne prise en charge, on va pouvoir limiter la casse. Voilà. Si on attend trop de temps et que les lésions sont extrêmement importantes, on n'aura pas d'autre choix que d'être sous oxygène à vie et d'avoir des protocoles médicamenteux extrêmement lourds qui auront aussi d'autres conséquences. Donc dans cette maladie pulmonaire, le flux d'air est réduit par l'excès de sécrétion à cause des problèmes respiratoires. C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui, par le rétrécissement et une obstruction permanente des voies aériennes du poumon. Donc les sécrétions, elles aussi, donc même phénomène,
d'excès de mucus. Donc ici, cette partie est représentée là, ici, dans la lumière en fait de la musculis. Donc ces sécrétions, elles vont obstruer, endommager les poumons. On va voir pourquoi. C'est sur les substances qui se trouvent dans les sécrétions. On l'appelle aussi emphysème ou bronchite chronique. Donc on sait aujourd'hui que le tabagisme, c'est 60% des causes de la BPCO. On a aussi la pollution de l'air qui en est une des principales causes. Donc c'est pour ça qu'on on va avoir de plus en plus, et les gens qui habitent souvent en ville, en plein centre-ville, et on va avoir de plus en plus de problèmes respiratoires de type BPCO, surtout s'ils cumulent un travail où ils respirent de nombreux polluants, ou s'ils sont fumeurs, voire les trois. Un fumeur qui habite en ville, en plein centre-ville, et qui fait un travail où il respire des polluants, je ne vous explique pas l'état des poumons. Donc les symptômes les plus courants de la BPCO, c'est une difficulté à respirer, une toux chronique, et ça loupe pas, contrairement à l'asthme. La BPCO, la personne touchée par ça, tousse très souvent, et on sent que c'est chargé de mucus, c'est gras comme tout, alors que l'asthme, ça peut être une toux très sèche, sans expectoration de mucus. Voilà, donc là, c'est ce que je mets. Ça s'accompagne parfois d'expectoration muqueuse et une sensation de fatigue aussi. La personne, elle sera sujet à de nombreuses infections pulmonaires, comme des simples grippettes ou plus sérieux, des pneumonies. Ça peut aller jusqu'à des problèmes cardiovasculaires aussi. On peut retrouver de la dépression et de l'anxiété aussi. Donc les personnes atteintes par BPCO présentent un risque plus élevé d'avoir des problèmes de santé du type cancer du poumon, évidemment, faiblesse musculaire et fragilité des os. Et puis, on sait que la BPCO pourrait constituer dans les années 2030, donc très prochainement, la troisième cause de mortalité au monde. Donc c'est énorme. Donc c'est une maladie inflammatoire chronique, ça on le sait. Donc il y a un chercheur qui s'appelle Brice Kortman, qui travaille à l'INSERM et qui est au Centre d'études des pathologies respiratoires à Tours. Depuis une vingtaine d'années, il travaille sur des protéases en fait acérines, donc induites par les neutrophiles. Donc ce sont des petites choses sécrétées par les cellules du système immunitaire, particulièrement les neutrophiles. Donc ces petites protéases, ce sont des molécules très dangereuses qui sont capables de couper beaucoup de protéines, souligne-t-il. Fort heureusement, en temps normal, notre organisme possède des inhibiteurs naturels de ces protéases qui peuvent les contenir en cas de besoin. Donc le système immunitaire a tout un arsenal, des armes différentes pour lutter contre des pathogènes. Et puis une fois que l'infection est finie, l'activité du système immunitaire, on avait vu qu'il y a une phase aussi où le corps reconstruit à l'identique après la cicatrisation, reconstruit à l'identique. Voilà, donc on n'a plus d'activité du système immunitaire et ces agents-là n'existent plus, donc il n'y a plus de souci. Donc c'est un processus, l'inflammation, qui est bénéfique à l'organisme. C'est le seul moyen à notre corps de se défendre de beaucoup de choses. Mais chez les patients qui sont atteints de BPCO, le mécanisme de contrôle inflammatoire est dépassé et les enzymes de dégradation, donc ces fameuses protéases acérines, elles sont débridées, c'est-à-dire qu'elles ont ces free party open bar, c'est-à-dire qu'elles sont plus régulées et elles continuent à faire des dégâts même sur des cellules saines. Donc ce sont des armes de guerre, cellules du système immunitaire. Ce sont des enzymes capables de couper les protéines en morceaux et de détruire ainsi des microbes envahissants. Donc elles ont un rôle très utile, mais en l'absence d'adversaires, donc à partir du moment où il n'y a pas d'envahisseurs, il n'y a pas d'agents infectieux, ces enzymes de dégradation, elles se retournent contre les tissus pulmonaires et finissent par causer une insuffisance respiratoire évolutive et irréversible. C'est ça la différence avec l'asthme, où on n'a pas ce phénomène-là. Donc, la catepsine, donc c'est cette molécule, en fait, les catepsines qui vont attaquer les protéines, donc qui contrôlent et activent les protéases acérines pro-inflammatoires du neutrophile. Les patients seront en effet protégés contre de nombreuses maladies par ce phénomène.
Brice, le chercheur Korfman, eut donc l'idée de mimer ce syndrome avec des inhibiteurs chimiques qui ciblent la catechine et les bloquent. Donc, on a un traitement allopathique qui s'attaque à ce phénomène-là. Donc, une fois que ces agents-là attaquent des tissus sains, des cellules saines. Et nous, en médecine naturelle, on a aussi une molécule qui inhibe, ce sont les flavanols, et plus précisément la quercétine. Donc, c'est pour ça que au niveau respiratoire, dans les maladies respiratoires, la quercétine, elle est assez performante. Donc voilà cette grosse différence avec l'asthme. C'est en fait notre système immunitaire qui va libérer des protéines, des agents qui vont découper des protéines, s'attaquer aux protéines. Normalement, c'est un phénomène essentiel. Mais après, quand il n'y a plus d'envahisseurs, eh ben, elles vont s'attaquer aux cellules saines en créant des lésions irréversibles au niveau des poumons. Alors, l'apnée du sommeil, on va voir ça. Donc voilà, on a vu l'asthme, la BPCO, ces différences. Donc là, maintenant, l'apnée du sommeil aussi, c'est quelque chose d'assez important parce que beaucoup de gens sont touchés par les apnées du sommeil. Une personne qui est tout le temps en fatigue chronique et vous avez beau traiter surrénal, lui donner des plantes adaptogènes, faire plein de choses et il n'y a pas de résultat. Donc là, on peut aller voir la thyroïde, effectivement, mais on peut aller voir aussi si tout ça est correct, s'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Donc aujourd'hui, on donne un appareil électronique, la personne ne dort plus à l'hôpital, on donne un appareil et puis ça mesure les réveils à chaque fois. Donc on peut le faire à la maison. Donc le syndrome d'apnée du sommeil va se manifester par la fermeture du conduit aérien au niveau du pharynx pendant 10 à 30 secondes, ou des fois parfois plus que ça, en raison d'au moins 5 événements par heure de sommeil. Donc certains patients connaissent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'apnées au cours d'une même nuit. Donc ce phénomène, il est dû au relâchement des muscles des parois du pharynx. Celui-ci devient mou et l'air, par cet aplatissement, passe difficilement, provoquant au passage des vibrations qu'on nomme ronflement. Donc si les parois s'effondrent totalement, le passage de l'air est bloqué et là, la personne est en apnée. Donc un système d'alerte va se déclencher dans le cerveau au moment de l'apnée, provoquant un micro-réveil qui permet lui-même l'activation d'un système neurologique réflexe. Ce dernier va conduire à la contraction des muscles, l'ouverture de la trachée et à la restauration du passage de l'air. Donc la respiration reprend jusqu'à, évidemment, l'obstruction suivante. On parle de micro-réveil, mais bien évidemment, le patient, la personne atteinte par ces réveils-là n'en a pas du tout conscience. On s'en rappelle absolument pas du tout. Donc, les causes principales de ces apnées du sommeil, donc on voit que l'incidence d'apnée du sommeil elle augmente de façon quasiment linéaire en fonction de l'âge chez les adultes. 7%, 8% des personnes âgées, 8% des personnes âgées de 20 à 44 ans sont touchées, 20% des personnes de 40 à 64 et 30% plus de 65 ans. Donc plus on vieillit et plus on est en phase, enfin, la possibilité de faire des apnées du sommeil. Donc on sait que ces chiffres aussi sont sous-estimés compte tenu du caractère asymptomatique du syndrome chez certaines personnes, c'est-à-dire que beaucoup de gens cumulent des fatigues chroniques et puis vont pas chez le médecin, vont pas chez le naturo, vont voir personne, en fait ça les dérange pas plus que ça, ils vivent avec, grand coup de café, clope, machin, Red Bull, on arrive à vivre avec. Et donc en fait les gens qui sont répertoriés là dans ces chiffres, ce sont des gens qui ont fait des analyses, enfin qui ont demandé un examen. Voilà, donc on sait très bien aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui ont ce problème-là et qui finalement n'est pas détecté et la personne n'est même pas consciente de ces apnées du sommeil. Donc, on sait aussi que les apnées du sommeil sont plus fréquentes chez les hommes que chez la femme.
On sait aussi que cette apnée du sommeil, elle est favorisée aussi beaucoup par le surpoids et puis aussi la résistance à l'insuline, donc syndrome métabolique, diabète de type 2. Plus de 60% des individus présentant un syndrome métabolique, donc résistance à l'insuline ou surpoids, font des apnées du sommeil, et 16% des diabétiques aussi seraient touchés par les apnées du sommeil, et toujours à bien faire attention que c'est des gens, peut-être, bon, il y en a beaucoup plus que ça, mais on n'a pas diagnostiqué ces apnées du sommeil. Donc on ne les a pas détectés. Donc des mécanismes inflammatoires aussi sont montrés du doigt comme cause des apnées du sommeil. Ça peut être des sinusites, des inflammations des voies respiratoires de la partie haute supérieure. Donc les apnées du sommeil sont en effet associées à une circulation accrue de facteurs d'inflammation et à l'augmentation du stress oxydatif délétère pour les cellules impliquées dans les maladies aussi cardiovasculaires. Donc voilà, une personne qui a tout type d'inflammation de la partie ORL, on peut, et qui annonce beaucoup de fatigue, des endormissements, enfin, quand elle prend le train, la voiture, le transport en commun, elle s'endort fréquemment, on peut suspecter des apnées du sommeil, voilà, liées des fois à une sinusite chronique importante, à des acouphènes, à baisse de l'audition, baisse de la vision, voilà, des phénomènes inflammatoires de la partie ORL, voire des dépressions, voilà, un stress intense, l'anxiété, toutes ces choses-là. Alors les symptômes, donc la fragmentation du sommeil due au micro-réveil va entraîner, ce que je vous disais, une fatigue chronique et une somnolence diurne. Donc en pleine journée, la personne, si elle regarde la télé ou elle prend le transport en commun, le train, la voiture, elle s'endort assez facilement. Donc c'est le principal symptôme du syndrome des apnées du sommeil, et c'est aussi le premier motif de consultation. Donc souvent on détecte ça parce que la personne elle exprime ce genre de symptômes. Donc les endormissements volontaires auxquels sont exposés ces patients-là dès que l'environnement n'est plus stimulant sont assez dangereux parce que ça augmente le risque d'accident domestique, évidemment. Une personne qui se met devant la télé, elle se dit tiens, je vais me faire à manger, et puis je mets quelque chose à cuire, et puis elle part devant sa télé, elle s'endort, elle a mis une poêle avec de l'huile, la température monte, ça peut déclencher un incendie. On sait aujourd'hui que au niveau des accidents de la route, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez important au niveau des accidents de la route, c'est beaucoup à cause des endormissements au volant. Donc ça, c'est assez important. Donc ça crée d'autres problématiques en dehors du fait d'avoir des fatigues et des somnolences diurnes. On est très exposé à des risques domestiques au travail, par exemple, ou l'accident de la route, la personne qui a un travail très routinier et qu'il faut qu'il surveille ses gestes, enfin, voilà, peut s'endormir aussi et de là avoir un accident du travail. Donc cette fatigue, en outre, est souvent associée à des difficultés aussi de concentration. Donc la personne, évidemment, qui manque de vitalité et qui s'endort en pleine journée par manque de sommeil, évidemment que la concentration, l'attention, la mémorisation, voire aussi la susceptibilité, l'irritabilité, tout ça, ça va être en berne. Elle va avoir des problèmes à se concentrer, elle va avoir des problèmes à mémoriser, et puis elle va être très sensible, très irritable. Donc évidemment, on a une baisse aussi de la libido, ça c'est plutôt à cause de la fatigue chronique. Les symptômes sont réversibles évidemment, donc ils disparaissent grâce à un traitement adapté des apnées, mais certains troubles de la mémoire, des fois, peuvent persister, et de là, ça peut amener à des maladies neurodégénératives, des démences liées à l'âge. Donc des personnes qui ont fait des apnées du sommeil pendant des années, en vieillissant, elles sont beaucoup plus sujettes à faire des maladies neurodégénératives que les personnes qui n'ont jamais eu d'apnée du sommeil. Mais c'est un peu aussi le cas dans les maladies inflammatoires. Les personnes qui ont des maladies inflammatoires chroniques de longue durée, elles sont plus sujettes à faire des maladies neurologiques. Donc les complications qu'on va rencontrer sur cette problématique à la longue, c'est pas instantanément, c'est pas quelques semaines,
quelques mois ou une année qui va amener à ces problèmes-là, mais c'est vraiment l'accumulation avec des années, les personnes non diagnostiquées. Donc les apnées du sommeil augmentent le risque de troubles cardiovasculaires, de syndrome métabolique, ça augmente l'hypertension, le trouble du rythme cardiaque, voilà, les phénomènes d'artérosclérose, dépôt de plaques d'athérome, et aussi les troubles métaboliques comme le diabète de type 2. Donc c'est pas anodin. Ces différentes complications augmentent le risque d'accident cardiovasculaire, évidemment, parce que si vous avez en plus de l'hypertension à cause des apnées du sommeil et de l'hypertension, vous avez des troubles du rythme cardiaque, vous avez un diabète de type 2, une résistance à l'insuline, évidemment que vous êtes beaucoup plus sensible aux maladies cardiovasculaires, dont aux arrêts cardiaques, aux infarctus du myocarde et aussi évidemment aux AVC. Donc voilà. En 3, les micro-réveils déclenchés par l'hypoxie entraînent l'activation du système sympathique, donc système nerveux sympathique, responsable d'un grand nombre de fonctions inconscientes, comme le contrôle du rythme cardiaque, la contraction des muscles lisses. Donc ces contrôles s'effectuent via la libération de facteurs comme le cortisol et l'adrénaline qui modifient les paramètres métaboliques cardiaques aussi. Donc voilà. Donc chaque fois qu'on va faire des apnées du sommeil, ce qui va nous permettre de réveiller, c'est une sécrétion de cortisol, une sécrétion d'adrénaline, et de là, évidemment que ça aussi, ça va amener à des problèmes cardiovasculaires et des maladies aussi métaboliques. Ah, j'utilise mon petit machin, je vais trop vite. Alors, la prise en charge des maladies pulmonaires, on va voir ça, on va rentrer dedans. Donc, les maladies pulmonaires, elles ont toutes un lien avec la mauvaise santé du foie. Donc, soit parce que le foie est déjà très congestionné et le sang véhiculé par le foie est très chargé de déchets, donc les poumons vont le recevoir et ça va poser un problème de congestion, de phénomène inflammatoire. Voilà. Soit parce que c'est l'inverse, c'est le système respiratoire qui est tellement chargé de déchets, de toxines, qui va véhiculer beaucoup de déchets, de toxines et qui va ramener tout ça au foie. Donc, d'un mécanisme comme de l'autre, le foie, il sera toujours impliqué dans le problème respiratoire chronique. Donc, il sera important de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du foie, faire des examens, demander un examen complet de la mobilité hépatique. Donc, voilà. Donc, le foie est très important de traiter le foie conjointement aux problèmes respiratoires. Un foie qui ne filtre plus correctement les déchets, les bactéries aux poumons. De plus, le mésenchyme qui peut aussi, lui aussi, déjà avoir une surcharge toxique. Donc, le tissu de recouvrement de l'organe, c'est le mésenchyme, qui va être communiqué aux poumons par cette toxicité. Les cirrhoses aussi peuvent être associées à des pathologies respiratoires. Donc, des gens qui ont un foie en très mauvais état, les NASH, les stéatose hépatique, enfin, toutes ces choses-là, les maladies du foie vont aussi impacter peuvent aussi avoir un impact important sur la sphère respiratoire. Voilà. Donc c'est souvent méconnu parce qu'on ne va pas avoir cette vision sur l'atteinte du paramésenchyme pleural ou vasculaire. Donc en fait, ça veut dire que ces tissus vont se charger de déchets et de toxines qui vont être véhiculés par le sang. Donc la dyspnée est un symptôme fréquent au cours de la cirrhose. Donc les patients qui sont atteints de cirrhose, on constate qu'il y a souvent des problèmes respiratoires de type dyspnée. Donc c'est une façon d'être essoufflé sans raison, la dyspnée. Donc on est essoufflé comme ça sans rien faire. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Voilà. Donc on retrouve souvent cette problématique respiratoire chez les gens qui ont des problèmes hépatiques importants. Donc ici, dans une dyspnée au cours de la cirrhose, par exemple, les examens de première orientation, on va faire une radio du thorax, on va mesurer les gaz du sang artériel, on va faire une échographie cardiaque.
Voilà, donc au niveau des poumons, radio du thorax, on va rechercher l'épanchement pleural, des anomalies para, pa- para, paranchémicamenteuses, et puis on va voir ce qu'on peut trouver derrière des BPCO, des pathologies pulmonaires associées. Au niveau des recherches dans le sang de gaz, donc oxygène, gaz carbonique, voilà, donc on va recharger, et puis le dioxyde de carbone et la pression artérielle aussi en oxygène. On va faire une échographie, donc on peut trouver tout ce genre de pathologie derrière. Ici, dans l'échographie cardiaque, ben, on va voir s'il y a une dysfonction au niveau de la systolique ou du diastolique, une probabilité d'hypertension, voilà, avec toutes les maladies derrière, l'hypertension et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un petit schéma un petit peu plus. Alors, on a plusieurs axes de traitement pour les maladies chroniques respiratoires. Donc, traiter le foie d'une possible congestion d'un trouble hépatique, traiter le déséquilibre acido-basique, comme je vous disais, les poumons, ce sont des émonctoires, donc qui éliminent les acides faibles, et dans le cas d'une inflammation chronique, cet émonctoire, il est plus fonctionnel, donc c'est les reins qui vont prendre le relais, voire des fois la peau aussi. Moi, j'ai eu des patients qui me disaient que, atteints de maladies respiratoires, d'un seul coup, ils se mettaient à transpirer comme ça, sans raison, alors qu'avant, ils ne transpiraient pas. Ça veut dire que les reins, ils sont un petit peu overbook, ils sont trop de boulot, et que on sait tous, les naturaux, nous, que la peau, on appelle ça le troisième rein. Donc à partir du moment où là, il commence à sortir des choses, ça peut être aussi des inflammations de la peau, des dermatites, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de transpiration. De là, on va voir un petit peu au niveau des reins, donc l'équilibre acido-basique est très important, traiter la sphère respiratoire des voies supérieures et aussi des voies inférieures. Alors, donc on revient sur le foie. Donc ça, on connaît un petit peu, on l'avait vu dans une formation, comment traiter un petit peu dans la formation sur la détox, vous pouvez retourner la voir. Voilà. On a à notre disposition de nombreuses plantes qui permettent de favoriser une bonne élimination hépatique. Cependant, il faudra choisir des plantes toujours protectrices du foie, donc ce qu'on appelle hépatoprotectrices. Pour ça, on a le desmodium, le chardon-marie, le chrysanthédium, le romarin. Les plus sécurites, ça reste le desmodium et le romarin, le chardon-marie. On peut trouver des gens qui ont des réactions avec le chardon-marie de type nausée. Ça m'est déjà arrivé, des gens qui ne supportaient pas cette plante. Bon, c'est assez rare, mais ça existe. Donc des fois, quand vous donnez un mélange avec beaucoup de plantes dedans et que la personne exprime des nausées sans vomissement, ça peut être souvent le chardon-marie. Voilà. Donc avec le romarin, on n'a pas de souci, le desmodium, on n'a pas de souci. Donc des fois, il vaut mieux y aller coolos, tranquille, avoir plutôt une protection au niveau des cellules hépatiques, plutôt que vouloir forcer le foie à éliminer voilà, de trop. Surtout s'il n'y a pas de vitalité, ça ne va pas être idéal. Donc on va soutenir ces plantes-là, évidemment, avec du glutathion. On sait aujourd'hui que les personnes qui souffrent de VIH, sida, diabète, asthme, cancer, autisme, fibromyalgie, maladies auto-immunes, maladies rénales, maladies cardiovasculaires, les infections persistantes, les gens dans la fatigue chronique, burn-out, arthrite, donc les maladies ostéo-articulaires, la maladie neurodégénérative, les dépressions, l'anxiété, toutes ces pathologies-là ont toute une sérieuse carence en glutathion. Donc on peut apporter du glutathion, utiliser du glutathion, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, toujours des bons produits, du glutathion liposomal. Voilà, c'est intéressant. Et puis évidemment de la vitamine C liposomale. Donc nous, on parle que de liposomale parce qu'on utilise la vitamine C de façon un petit peu pharmacologique. Et c'est pas juste pour un petit coup de fatigue ou voilà, besoin de pallier le manque nutritionnel. Donc la vitamine C liposomale et le glutathion associés aux plantes. Donc on va choisir en fonction de l'état de la personne, de sa vitalité, les plantes adaptées à cette personne-là. Et puis voilà, on va commencer à traiter le foie.
Pour traiter l'équilibre acido-basique, on l'avait vu, on avait fait une formation dessus, donc vous pouvez y revenir. Elles sont toutes enregistrées sur mon YouTube, vous pouvez les revoir, et puis vous pouvez demander à Alexandre les PDF, il les a aussi. Voilà, donc vous pouvez revenir dessus. Donc ça, on avait vu la détox et le déséquilibre acido-basique, comment on pouvait travailler dessus. On avait vu les équilibres alimentaires et tout ça. Donc on peut utiliser évidemment des poudres alcalines, il y en a pas mal. Bon, pour moi, c'est pas l'idéal, parce que ça reste quand même vraiment une infime minorité de minéraux, on en a très peu, alors que quand on sait qu'on a un trouble de déséquilibre acido-basique et une déminéralisation de l'organisme, c'est beaucoup de choses qui manquent, on ne sait pas toujours mesurer, et des fois c'est en quantité sous forme de traces, donc on ne sait pas trop. Voilà, donc apporter magnésium, calcium, potassium en citrate, oui, ça va faire son effet, mais ça ne sera pas l'idéal. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'on peut, avec ça, des mélanges comme ça, on peut accentuer les déséquilibres iono-minéraux, voire les conserver. Donc, ça, c'est pas terrible. C'est très complexe, la reminéralisation. Il y a un biologiste, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Henri, je ne sais plus comment, il est très connu en fait. Sa spécialité, c'est il parle de l'eau, donc il traite beaucoup l'eau. Et puis, donc il a fait une étude dessus, il disait que le meilleur reminéralisant qu'on peut retrouver, c'est le plasma marin, c'est l'eau de mer, voilà, en isotonique. Donc on peut traiter des équilibres acido-basiques avec le plasma marin, on peut traiter avec des jus de légumes, la carotte. Pourquoi la carotte? Parce que c'est le légume le plus équilibré entre tous, puis qui ne va pas déclencher forcément des détox ou des choses comme ça. Parce que si vous prenez par exemple de la betterave rouge, des jus de betterave rouge, là ça va booster le foie au niveau de la détox, et ça risque peut-être de rendre la personne malade si jamais son foie n'a pas les capacités d'éliminer. Voilà. Donc la personne va risquer d'avoir des diarrhées, voire des vomissements. Donc la carotte, c'est plus sécurite, le concombre aussi. On peut faire des jus de légumes de salade verte sans problème. Donc c'est pas 3 feuilles qu'il faut passer dans l'extracteur de salade, c'est une laitue entière. Donc vous faites pour améliorer le goût, un peu plus de douceur, on peut mettre une demi-pomme, une pomme, évidemment. Le plasma marin, les feuilles d'ortie aussi sont extrêmement reminéralisantes, donc on peut les utiliser. On peut utiliser ces 3 possibilités en alternance, évidemment, pas en même temps. Quoi qu'on peut faire des jus de légumes avec du plasma marin, mais on ne va pas faire des jus de légumes, prendre du plasma marin, pas des jus de légumes en grosse quantité, prendre du plasma marin, et puis des infusions d'ortie, on ne va pas tout faire à la fois. Mais ça peut être, on peut travailler, moi c'est ce que je conseille d'alterner, parce que chaque chose va avoir un effet différent. La carotte va amener du bêta-carotène, des vitamines antioxydantes, donc c'est intéressant. Le concombre aussi, la salade verte, le plasma marin non, par contre, on n'a pas de vitamines antioxydantes. Donc on peut commencer gentiment par des jus de légumes, on peut mettre dans son jus de légumes 2, 3, 4 bouchons de plasma marin, évidemment. Et puis voilà, et puis après, une fois qu'on a plus de vitalité, qu'on est un peu mieux, on a traité son foie, on peut utiliser les orties aussi qui vont favoriser un petit peu la détox, l'élimination des acides, donc ça peut être intéressant. Donc, voilà. Et puis avoir une alimentation évidemment qui exclut momentanément, le temps de traiter les choses, les produits laitiers, les viandes rouges, les céréales à gluten, quoique les céréales à gluten, si on peut les exclure définitivement de notre alimentation, c'est pas une mauvaise chose. Avoir une alimentation sans produits laitiers, ouais, c'est bien aussi, surtout, moi je parle des produits laitiers industriels, c'est un poison en fait, hein, tous les produits UHT, tout ça, stérilisés, c'est du poison. Si on consomme des produits laitiers, c'est uniquement au lait cru, non stérilisé, évidemment, et puis des petites quantités, c'est jamais des grosses quantités. Viande rouge, ben, c'est pro-inflammatoire, on le sait, ça active les voies de l'inflammazone, on l'avait vu la dernière fois sur l'inflammation, le stress oxydatif, donc à éviter quand la personne est déjà dans l'inflammation. Les céréales à gluten, pareil. Tout à l'heure, je vous en parlerai des céréales à gluten. J'ai lu un petit livre de Paul Carton, un médecin naturaliste des années 36,
qui disait que déjà le blé devenait toxique, déjà à l'époque. Alors, traiter la sphère respiratoire, on va traiter l'infection virale ou bactérienne, tout dépend de la maladie. On sait ce qu'on peut utiliser, on a la propolis, l'extrait de pépins de pamplemousse. Beaucoup de gens, pareil, disent que pour l'asthme, on ne peut pas utiliser la propolis. Personnellement, moi, elle m'a sauvé la vie. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Toujours le principe de précaution, parce que l'asthmatique est allergique. Donc moi, j'étais allergique au pollen et j'ai pris de la propolis et j'ai pas fait de réaction allergique. Donc tout ça, c'est encore des bêtises, sachant que, alors je ne sais plus qui c'est qui a travaillé là-dessus, le chercheur qui a travaillé là-dessus, mais il a déterminé qu'en fait, c'était pas purement le pollen qui nous rendait, qui déclenchait des crises d'allergie dans l'air, c'était la cosse. On va dire que le pollen, il y a une cosse, bon, le pollen, les particules de pollen, c'est très, très, très extrêmement petit, on ne les voit pas, et lui, au microscope, il avait vu que, en fait, ce qui était allergène, c'était pas du tout le pollen, mais c'était la cosse qui entourait ce pollen. Et dans les échappées de pollen, ce pollen va taper au sol, va taper dans les murs, va taper sur plein d'obstacles, va rencontrer plein d'obstacles, et au fur et à mesure, cette petite poche de pollen va se vider, et ça serait la poche qui nous ferait réagir et non le pollen. Donc ça, c'est encore des choses à voir et c'est assez intéressant. Alors, traiter l'inflammation chronique, on a vu curcuminoïdes, gingembre, resveratrol, quercétine, boswellia serrata et les fucoïdales aussi. Donc ça, c'est des molécules qu'on retrouve dans certaines algues. Les oméga 3, évidemment incontournables sur toutes les pathologies inflammatoires, mais même sans être malade. Les oméga 3 sont aussi essentiels. Les plantes de la sphère pulmonaire, ça on verra tout à l'heure, je vous en ai mis quelques-unes. Le thé vert aussi, comme anti-inflammatoire, c'est très intéressant, antioxydant. La propolis aussi, elle est anti-inflammatoire, antioxydante. Stress oxydatif, on a le glutathion, la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, le coenzyme Q10, les polyphénols. Et puis, on a des oligo-éléments qui sont des activateurs. On a vu tout à l'heure des antioxydants, le sélénium, le cuivre, le zinc. Voilà. Donc, ça, vérifier chez la personne si elle consomme des aliments qui vont apporter du sélénium, le zinc, pareil, aussi, vérifier. Donc, la phytothérapie, les plantes qu'on va utiliser dans ces cas-là de maladies pulmonaires, c'est pas des anti-toussives, hein, donc ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas empêcher l'expiration qui va renforcer la congestion pulmonaire, mais plutôt la favoriser, mais par une sortie douce et régulière de sortie de ce mucus pour libérer petit à petit toute la sphère pulmonaire. Donc on a quelques plantes, je ne les ai pas toutes mises, mais tout à l'heure, on verra plus tard que je vous ai fait une grosse liste après. Là, vous pourrez étudier ces plantes-là tranquillement à la maison. Mais les plus connus pour ça, c'est l'aunay, le bouillon blanc, le Calyptus globulus, la guimauve, le lierre terrestre, le bourgeon de pin, le plantain feuille, le polygala teniflora. Donc, il y a pas mal de plantes qui sont intéressantes, mais il y en a d'autres aussi. Moi, j'en ai testé d'autres, comme le thym citronné, pour l'asthme, c'est top. Mais après, je vous ai fait une spécificité des plantes, c'est un peu plus précis. On a aussi un autre décongestionnant des voies respiratoires des poumons, c'est la N-acétylcystéine, la fameuse NAC, donc qui est prescrite en Europe pour le traitement de la bronchite chronique, donc la BPCO. Donc là, pour les gens, pour fluidifier les sécrétions bronchiques, des sécrétions des fois qui ne veulent pas sortir, qui sont tellement visqueuses, pâteuses, collantes qu'elles ne sortent pas. Donc pour fluidifier ces sécrétions-là, on peut utiliser la NAC. Moi, j'ai testé parce qu'à un moment donné, à la fin de ma pneumonie, je me noyais dans mon mucus tellement il y en avait. J'en pouvais plus. Je remplissais le matin des verres de glaire. Enfin, c'était l'horreur. J'ai utilisé la NAC et ça m'a complètement nettoyé les poumons et ça a été terminé. Donc, la NAC, petite précision, elle n'a aucun effet sur la fibrose pulmonaire. Donc, elle est juste une fluidifiante des sécrétions bronchiques et elle ne va pas corriger ou travailler sur la fibrose pulmonaire. Donc là, on y vient. Fibrose pulmonaire, comment on peut traiter, comment on peut éliminer en fait des mauvaises cicatrices ou
Voilà, on peut utiliser une enzyme protéolytique, la nattokinase, qui peut être conseillée en cas de fibrose pulmonaire. Elle devrait être prescrite en cas de Covid et de D-dimère élevé ou de Covid long pour dissoudre les caillots sanguins microscopiques. Donc, des recherches récentes ont démontré que la nattokinase a une action puissante sur l'activité fibrinolytique, donc ça va détruire les cicatrices rigides, fibreuses. Elle a un effet hypertenseur aussi, anti-hypertenseur, pardon, anti-sclérotique, et puis un effet hypolémiant, antiplaquettaire et neuroprotecteur. Donc, il y a aussi des choses qui disent que, alors ça demande à creuser et à avoir un peu plus d'informations, mais moi j'ai eu cette information à la va-vite. On me l'a donné lors d'une formation en biochimie nutritionnelle. On m'a dit très vite, comme ça, et c'est à vous de faire la recherche, que la nattokinase détruirait la protéine spike. Alors, on peut chercher là-dessus et voir ce qu'on peut trouver, mais je pense que la personne qui m'a dit ça est très fiable. Il ne lancerait pas un truc comme ça pour faire le buzz. Et puis, il a dit très vite pour que chacun aille chercher cette information. Donc, la nattokinase, elle détruirait la protéine spike. Ça peut être intéressant chez les personnes qui ont contracté une maladie auto-immune suite à cette injection. Donc, la prudence s'impose aussi lors de la prise de cette fameuse nattokinase. Les gens qui ont des risques hémorragiques, ainsi des patients qui utilisent des anticoagulants, puis aussi des antalgiques, non stéroïdiens aussi, des AINS, fluidifiants sanguins. Donc, ça, faut faire attention, ne pas mélanger, mais ça, c'est pareil. Après, on utilise les curcuminoïdes, la quercétine, la vitamine C quand on fait ce cocktail. Il faut vraiment dire à son patient de ne pas utiliser d'autres fluidifiants sanguins, le paracétamol et toutes ces molécules-là, il faut faire attention. Donc, voilà, prudence particulière, les personnes atteintes de maladies du foie ou des reins, ou les personnes qui présentent des risques hémorragiques parce qu'ils utilisent des médicaments anticoagulants. Alors, on voit quelques exemples de prise en charge ici. Donc, pour une pneumonie infectieuse, par exemple, suite à infection virale, bactérienne, mycose aussi, soutenir le système immunitaire, on a la propolis, les EPP, la mycothérapie, spécialement le reishi. On peut tout associer, on peut tout prendre. On peut mâcher de la propolis ou la prendre en gélule ou la prendre en liquide sans alcool. En même temps, prendre des extraits de pépins de pamplemousse et en même temps aussi prendre du reishi. Donc, moi, j'associerai selon la forme de l'infection. On peut associer les trois, ça aura un effet synergique et une puissance. On va réguler l'inflammation, quercétine, resveratrol, gingembre, boswellia serrata, propolis, curcuminoïde, fucoïdane, oméga 3. Évidemment, il ne faut pas tout prendre en même temps, mais un petit cocktail, quercétine par exemple, propolis déjà, on la retrouve ici, donc des fois, voilà, ça évite de prendre trop de choses. Et curcuminoïdes, on peut utiliser, la boswellia serrata aussi, qu'on a vu tout à l'heure, les trois principaux bioactifs sur la sphère respiratoire, c'est la quercétine, boswellia serrata et curcuminoïdes. Donc déjà, on peut associer ces trois. Et évidemment, des oméga 3. Donc par l'alimentation, moi, je ne prescris jamais d'oméga 3, c'est hyper rare. Parce que j'estime que la personne peut faire l'effort de manger 2 fois par semaine de la sardine, du maquereau, et qu'elle peut s'acheter une bouteille d'huile de lin et la couper avec son huile d'olive et faire des vinaigrettes tous les jours en apport d'oméga 3 d'origine végétale. Donc c'est très rare que je donne des suppléments d'oméga 3, c'est bon, dans certaines maladies rhumatismales, tout ça, oui, mais c'est pas... Non. Voilà, donc on va choisir quelques molécules là-dedans. Là, on va aller prendre les trois. Ici, on va prendre quelques molécules. Moi, je ferai, on a déjà la propolis ici, donc on la garde. On prend la quercétine, boswellia serrata et curcuminoïdes. On va traiter sur le stress oxydatif aussi. Donc là, on peut utiliser du glutathion. Tout à l'heure, on l'a vu que pour le soutien hépatique, comme on travaille sur le foie, on a déjà le glutathion. Donc c'est aussi un antioxydant puissant, le glutathion. Certaines vitamines, la vitamine A, C, E, donc intéressant. Aussi, bêta-carotène, quercétine qu'on a déjà, qu'on retrouve là-haut. Le zinc, le sélénium, le cuivre,
à voir. L'acide alpha-lipoïque aussi peut être intéressant selon l'étendue du stress oxydatif, les polyphénols. Soutenir le foie, on a vu les plantes hépatoprotectrices, chardon-marie, chrysanthellum, desmodium, voilà, donc toujours hépatoprotectrice. Et puis ce fameux glutathion, voir la NAC aussi, ça peut être possible, et la vitamine C, le magnésium, et parce que il y a toujours, le magnésium, il est toujours très important dans la synthèse d'ATP, donc pour la fabrication d'énergie cellulaire. Donc à un moment donné, quand on va demander à l'organisme d'augmenter son travail métabolique à certains niveaux, il faut aussi un petit peu s'assurer d'avoir les apports en magnésium adéquats. Et puis on peut utiliser des plantes de la sphère respiratoire. Donc voilà, donc quelques éléments, on retrouve pas mal d'éléments à chaque fois. Le glutathion, on le retrouve ici, la quercétine, on la retrouve ici et ici, la propolis, on va la retrouver ici, voilà, donc, et ici. Donc en fait, ça ne fait pas tant de choses que ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de compiler quelques bioactifs pour avoir une force supplémentaire. Si dans la soutien immunitaire, on n'utilise que la propolis, selon le degré de l'infection, ça ne sera pas suffisant. Déjà, il faudra bien la doser, cette fameuse propolis, mais des fois, il vaut mieux y aller avec une synergie de plusieurs choses voilà, que utiliser peu de choses. Alors, pour traiter l'asthme, toujours pareil, réguler l'inflammation, on a toujours les mêmes bioactifs, quercétine, gingembre, boswellia, serratail, curcuminoïdes. Donc, on peut faire un choix de tout ça ou incorporer le gingembre dans ses infusions, dans son alimentation. Et puis la boswellia serratae, curcuminoïdes et la quercétine, on la prendra en supplémentation. Parce que le gingembre en infusion ou comme ça, frais, en poudre, ça a quand même une bonne efficacité. Hein. Par contre, la quercétine, pour en avoir 300 mg en mangeant des pommes et des oignons, il faudrait en faire une indigestion. Donc, c'est pas possible. Les curcuminoïdes, c'est pareil. On connaît la biodisponibilité du curcuma. Il faudra en consommer entre 10 et 14 grammes par jour pour avoir une action anti-inflammatoire. Donc, je ne vous explique pas l'état des gencives, des dents de la personne au bout de 3 mois, d'un mois de consommation de 10 grammes à 14 grammes de curcuma par jour. Je vois. Donc, soutenir le foie, évidemment, toujours la même chose. Glutathion, NAC, vitamine C, toujours vérifier, voir la personne au niveau de son équilibre acido-basique et toujours utiliser les plantes de la sphère respiratoire. Alors, elles ne sont pas là, les plantes, je dis que ça parce que plus bas, je vous ai fait un relevé qui est assez important, donc ça ne rentre pas dans le cadre. La BPCO, toujours pareil, réguler l'inflammation, quercétine, le même, toujours les bioactifs qu'on retrouve. On fera des synergies, évidemment. Limiter le stress oxydatif, toujours la même chose, glutathion, quercétine, zinc, cuivre, sélénium. Très important ces éléments-là, puisque ce sont des cofacteurs, hein, des activateurs, surtout le zinc, c'est un activateur de ces enzymes de détox antioxydantes. L'acide alpha-lipoïque, ça peut être intéressant selon l'étendue de l'inflammation. Si la personne a un foie qui est à la ramasse totale, des reins aussi, qu'elle a une inflammation au niveau de la peau, au niveau du système nerveux, l'acide alpha-lipoïque, ça peut être intéressant. Voilà. Soutenir le foie, le romarin, soutenir le foie avec toujours pareil, des hépatoprotecteurs, je me répète. On va utiliser la phytothérapie, les plantes, donc les plantes mucolytiques en cure ou la NAC dans certains cas. On avait vu que là, il fallait que la personne se libère de ce fameux mucus. Donc là, on a quelques plantes. Et puis, on a la NAC aussi dans les cas perdus où les plantes n'auraient pas une action suffisante. Voilà. Et voir l'équilibre acido-basique, ça c'est toujours, on revient toujours à la même chose. L'apnée du sommeil, déjà la faire diagnostiquer, ça c'est important. Réguler l'inflammation, quercétine, propolis à mâcher. Donc là, on est sur une inflammation des voies respiratoires de la partie haute. Donc on peut utiliser la propolis à mâcher parce qu'elle va agir directement dans la zone concernée par l'inflammation. On sait aujourd'hui, on l'avait vu sur la formation, là, quand on parlait de l'asthme allergique, on sait que les curcuminoïdes ont un pouvoir de dilatation sur la gorge, la trachée, le larynx, le pharynx. Ça permet à la lumière
de ce passage, donc le creux là, de s'ouvrir. Donc ça peut être très intéressant dans l'apnée du sommeil précisément, les curcuminoïdes, donc propolis, quercétine, curcuminoïdes oméga 3. Vous pouvez déjà travailler avec ça sur sur ce premier protocole, ça serait intéressant. Et puis limiter le stress oxydatif, bien sûr, si ça fait des années que la personne elle traîne ça et que ça a généré beaucoup de stress oxydatif, ben on va le traiter. Toujours la même chose, on va soutenir le foie parce qu'on sait que au niveau des phénomènes respiratoires, dès qu'il y a de l'inflammation, ça génère des congestions au niveau du foie. Et puis on va aussi voir l'équilibre acido-basique, toujours pareil, ça c'est vachement important. Parce que si vous avez un mauvais équilibre acido-basique, au niveau de la détox hépatique, ben, vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats. Donc on sait aujourd'hui que les acidoses tissulaires vont impacter fortement le travail enzymatique au niveau de l'organisme. Les plantes anti-inflammatoires de la sphère pulmonaire, voilà. Alors ici je vous ai mis enfin pas toutes les plantes, mais beaucoup de plantes de la sphère respiratoire par thématique. Donc ici, donc elles ne sont pas toutes faciles à trouver, mais il y a des plantes qui sont faciles à trouver. Par exemple, le thym citron, c'est facile à trouver. Les orties, c'est facile à trouver. Le porte-pied, c'est facile à trouver. La lavande officinale aussi, le lichen pulmonaire, la consoude, l'échinacée pourpre, le basilic sacré, la camomille, l'armoise, la grande aunée, l'angélique. Ça, ce sont des plantes qui sont faciles à trouver. Il faut faire des mélanges de ces plantes. 3 plantes, c'est suffisant, c'est pas la peine de faire un mélange avec trop de plantes. Donc pour traiter l'asthme, on a toutes ces plantes-là aussi, donc à voir, à tester. Et puis les plantes plutôt pour la BPCO, et là on va parler d'expectorants de mucus, on voit toutes ces plantes-là. Voilà, donc il y en a qui sont plus dures à trouver, il y en a d'autres qui sont plus faciles, la guimauve, le lichen pulmonaire qu'on retrouve encore, le millepertuis, le peuplier de Virginie, le pin blanc, le plantain majeur, le réfort, le sureau noir et bleu, le thym du silage, la violette. Voilà, il y en a quelques-unes qui sont faciles à trouver. Donc ça, c'est des plantes que vous pouvez utiliser, que chaque fois que je mets dans les petits carrés là-haut, vous utilisez les plantes pulmonaires. Voilà, des inflammations des voies respiratoires, donc typiques pour réguler l'inflammation des plantes anti-inflammatoires. On a ces plantes-là, qui est le pot blanc, genévrier, guimauve officinale, hydrasse du Canada, lycope, marjolaine, millepertuis perforé, peuplier baumier, plantain majeur. Elle revient souvent, le plantain majeur, donc c'est une bonne plante pour les problèmes respiratoires. Les pleurésies, on a la mauve, l'orme rouge, pardon, le réfort, les pneumonies, la bourrage, le lévrier, lichen pulmonaire, elle revient assez souvent aussi, la lichen, la moutarde blanche, peuplier de Virginie, c'est la sanguinaire du Canada, le musée, le vert. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, ma petite recette pour l'asthme, parce que c'est ça, moi j'ai été touché par ça, c'est avoir une alimentation qui exclut les produits laitiers et les céréales à gluten, évidemment. Viande rouge, bah, si on modère, on en mange une fois par semaine, ça va aller, c'est pas trop ça qui va. C'est surtout les produits laitiers et céréales à gluten. Pourquoi? Parce que ce sont des produits alimentaires mucogènes, c'est-à-dire qui vont favoriser la sécrétion de mucus. Donc les produits laitiers, ce sont des produits mucogènes, et les céréales, en général, surtout à gluten, ce sont des produits mucogènes. Donc on ne va pas consommer la pomme de terre aussi, hein, c'est un aliment mucogène. Donc il y a des aliments, en fait, certains amidons qui vont favoriser la sécrétion de mucus. Donc on ne va pas insister sur la sécrétion de mucus parce que dans toutes les pathologies inflammatoires de la respiration, on a une hypersécrétion de mucus, donc c'est pas la peine d'insister. Le matin, à jeun ou en milieu de matinée, toujours sur un estomac vide, une infusion d'un mélange de plantes pour le foie. Donc moi j'avais pris un mélange complet, romarin, chardon-marie, bol d'eau, artichaut, desmodium, pendant 10 jours. On peut le renouveler chaque mois, c'est pas la peine de trop insister sur le foie, il vaut mieux le faire souvent que de faire des passages en force. Vaut mieux le faire doucement que y aller tout de suite fort et longtemps. Avant les repas, 30 minutes par exemple, moi je me faisais un jus de légumes, donc un jus de carotte avec un gros bout de gingembre. Le gingembre, c'est excellent pour la détoxification des voies respiratoires.
et voilà, pendant un mois minimum. Donc ça peut être intéressant aussi pour la personne en acidose tissulaire, pour traiter son acidose. Eh ben, vous allez lui demander de faire des jus de légumes. Donc je sais pas beaucoup, hein, mais 25 centilitres tous les jours, ça fait son effet. Un petit peu avant de manger, moi, que le temps que je fasse mon repas, ma salade, tout ça, il se passe bien 20 minutes, 30 minutes. Comme ça, comme c'est du liquide, ben, c'est déjà passé, c'est plus dans l'estomac, donc c'est parti, l'estomac s'est vidangé puisque c'est liquide. Et au repas, toujours des crudités. Et dans mes crudités, moi, ce que je mettais, c'est un petit oignon. Alors, je mange de l'oignon cru parce que pour détoxifier la sphère pulmonaire, c'est le top. Euh, donc, on va voir après quelques aliments qui sont très bien pour ça, pour détoxifier la sphère pulmonaire. Donc, l'oignon, c'est carrément le roi. Mais il ne faut pas manger des énormes quantités non plus. Moi, je prenais des oignons d'une taille de balle de ping-pong, voilà, de golf, mais pas plus que ça. Il ne faut pas non plus se gaver d'oignons. Voilà, donc tous les jours un petit oignon rouge riche en antioxydants dans ma petite crudité. Voilà, pendant le repas, je me prenais ma petite quercétine, donc Goldman, 300 mg dosé en liposomal, voilà, en complément alimentaire. Pendant 2 mois, j'ai fait ça. Toujours respecter l'équilibre acido-basique au niveau alimentaire, en sachant que 70% des aliments devraient être basiques et 30% acidifiants. Donc ça, c'est le ratio idéal. On devrait tout savoir pour ne jamais avoir de déséquilibre acido-basique. Et le soir, avant le coucher, prendre 500 mg de vitamine C liposomale aussi pendant 2 mois. Voilà. Donc on peut en prendre le matin aussi, selon la personne. Si c'est un fumeur, il faut en prendre le matin aussi. Voilà. Donc, et on renouvelle cette recette-là, tout ça jusqu'à disparition de l'asthme. Voilà, tant que ça perdure, eh ben, on entretient notre foie. Tous les mois, on se fait la petite cure détox avec les plantes, léger. On peut, dans certains cas, mettre le glutathion euh, pour aider dans certaines, si vraiment c'est nécessaire. Moi, j'avais fait ma cure de glutathion avant, donc j'en ai pas repris parce que j'en avais pris en complément de glutathion Goldman, donc j'avais fait ma petite cure avant tout ça. Donc je ne suis pas revenu, hein, pendant 2 mois j'en ai pris. Voilà, les jus de légumes, j'ai fait pendant 3 mois ma cure. Et puis je vais y revenir. Là, j'avais arrêté un petit peu au mois d'août. Ben, je vais y revenir à la rentrée. Et puis les oignons crus, enfin tous les aliments, le, le gingembre aussi excellent pour les poumons. Tous les aliments qui favorisent la détoxification des poumons, parce que l'inflammation, ça génère énormément de toxines. Donc, c'est pas du luxe. Ben, ça, on en prend tant qu'on a des problèmes pulmonaires. Et puis la supplémentation conseillée aussi, c'est pas du luxe. Donc voilà, la vitamine C aussi. Donc l'alimentation sera une aide précieuse, évidemment. Il sera important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de respecter l'équilibre acido-basique par l'alimentation. L'idéal, ça serait d'avoir 70% d'aliments basiques, donc c'est les fruits et les légumes, et 30% d'aliments acidifiants. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas un fruit et un légume, les légumineuses, les céréales sans gluten, le poisson. Voilà. Les huiles de première pression à froid, c'est pas acidifiant, mais je suis quoi. Donc tout ce qui n'est pas un fruit et un légume en alimentaire, ben, c'est acidifiant, et tout ce qui est fruits et légumes, c'est alcalin. Bien sûr, les personnes qui ont des déséquilibres importants en acido-basique, les fruits acides au goût seront généralement pas bien supportés. L'orange, le citron, le pamplemousse, la rhubarbe, le kiwi, l'ananas, tous ces fruits-là, généralement, la personne qui n'arrive plus à métaboliser les acides faibles, ben elle n'arrivera pas, elle ne supportera pas ces fruits-là. Donc l'exception. Et on a des aliments qui sont très intéressants pour détoxifier les poumons, donc les oignons, le brocoli, les choux en général, non, parce qu'ils contiennent du soufre, hein, comme les oignons, donc c'est très bon pour les poumons. L'ail, la betterave rouge, la carotte, la citrouille, le pamplemousse, les fruits de mer aussi, les noix du Brésil, le gingembre. Donc ça, le gingembre, c'est excellent. Le thé vert, le cacao à 100%, cacao cru, c'est très bien. Les lentilles vertes, les pommes, la grenade. Alors moi, j'ai fait un petit test avec la grenade et c'est vachement efficace sur moi.
Je sais que ça m'a vachement aidé, la grenade. La tomate, voilà. Et puis faire attention à son environnement, pas trop polluer à l'intérieur comme à l'extérieur, quoi. Voilà, merci à vous pour votre attention. Je reviens pour si vous avez des questions. Allez, à tout de suite. Oui, Jean-Claude? Je vais attendre que ça se reconnecte. Vous êtes là encore? Ouais, nous sommes là, ouais. Ouais. Allô, allô? Ouais, ben on t'entend. Peut-être que toi, tu nous entends plus. Non, moi je vous entends plus. Voilà. Voilà, j'arrive. Voilà. Voilà pour cette présentation sur les maladies respiratoires. Enfin, quelques-unes, parce que on ne peut pas tout faire. D'accord, donc je vais arrêter l'enregistrement. Vous pouvez, très cher.